Monsieur Jean Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint du FPI, en charge de la communication et du marketing politique. C'est cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes ici avec le président Afin N'Guessan pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Oui, pour soutenir le président Laurent Gbagbo et également le président du COJEP, le ministre Charles Blé Villet, qui, comme on le sait, sont ici depuis une dizaine d'années dans des conditions de semi-détention, puisque les exigences de leur conditionnel sont telles qu'ils ne peuvent pas jouir de la plénitude donc, de leur liberté, de leur acquittement. Alors, le président Afin N'Guessan qui soutient le président Laurent Gbagbo, on peut dire que la guerre au FPI s'est terminée? Ah ben, le soutien d'Afin N'Guessan n'a jamais manqué au président Laurent Gbagbo. Il a toujours exprimé son désir de rencontrer le président Laurent Gbagbo. Malheureusement, cela n'a pu être fait. En 2014, en 2016, quand il a eu sa liberté, ses conditions de liberté levées, puisqu'il ne pouvait pas sortir de la Côte d'Ivoire. Donc, quand cette interdiction a été levée, bon, il a adressé un courrier au président Gbagbo pour le rencontrer. Ça n'a pas pu être fait. Il est venu l'année dernière jusqu'à Paris. Ça n'a pas pu être fait. Bon, finalement, il a rencontré. Donc, c'est pour dire qu'il est resté constant dans sa volonté de rencontrer le président Gbagbo et échanger avec lui. D'accord. Sans l'accord de l'autre partie du Front populaire ivoirien, le FPI dirigé par le président Afin N'Guessan avait été aux élections législatives. Est-ce qu'avec le résultat de ces élections-là, on peut dire que le FPI sans Laurent Gbagbo, est-ce qu'on peut dire que c'est un petit parti politique? Non, d'abord, il n'y a pas deux FPI. Voilà, il y a un seul FPI, il est dirigé par Pascal Afin N'Guessan. Au ministère de l'Intérieur en Côte d'Ivoire, le président du FPI s'appelle Pascal Afin N'Guessan. À l'Internationale socialiste, qui est la fêtière de tous les partis socialistes, c'est Afin N'Guessan qui est reconnu comme le président du FPI. La dissidence du FPI avait même intenté un procès à Paris pour réclamer donc les attributs du FPI. Et là encore, Pascal Afin N'Guessan a gagné son procès ici à Paris. Donc il ne fait aucun doute que Pascal Afin N'Guessan, élu en 2001 président du FPI, est le président du FPI. Il a été confirmé donc à cette fonction en 2018 lors d'un congrès au Palais des Sports de Trècheville. Voilà. Alors maintenant, le deuxième volet, c'est est-ce que le FPI sans Laurent Gbagbo pèse grand chose, si on veut résumer les choses ici. En fait, il faut comparer ce qui est comparable. Il y a deux périodes à prendre en compte. Lorsque le FPI était dans l'opposition, le FPI uni, c'était une dizaine d'élus, voilà, tout au plus. Donc ça, c'est le FPI uni, sans les palabres qu'on a connues. Et une fois que le FPI était au pouvoir, alors également le FPI était uni, le FPI avait la machine de l'État, avait les moyens de l'État, avait l'administration publique, avait les finances de l'État, et donc ça a permis au FPI d'avoir plus d'une centaine d'élus. Donc si on doit comparer le FPI d'aujourd'hui, il faut tenir compte du fait que le FPI est divisé. Le FPI n'a plus les moyens de l'État, donc n'a plus les finances, n'a plus l'administration. Mais est-ce qu'avec le seul nom de Laurent Gbagbo, le résultat n'aurait-il pas été meilleur? Non, le résultat aurait été meilleur si le FPI était uni. Si le FPI était uni, comme je l'ai dit, le FPI avant 2000, c'était, je crois, 12 députés. Voilà. Donc, bien même avec le nom de Gbagbo, on n'a pas fait mieux que 12 députés. Et là, c'était le FPI uni. Donc là, en 2016, le FPI a affronté une coalition de plusieurs partis, parce que le RHDP, c'est le PDCI, c'est le RDR, c'est l'UDPCI, et une dizaine d'autres formations politiques qui donc constituent donc le RHDP. Donc c'est cette machine-là que le FPI divisé a affronté. Et donc les résultats qui en ressortent, donc 3 élus, reflètent donc cette situation. Alors, pour parler d'autre chose, la Côte d'Ivoire est dirigée aujourd'hui par le président Alassane Ouattara, depuis longtemps en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion du pouvoir
par le RHDP? Mais globalement, on va retenir du passage du RHDP à la tête du pouvoir qu'il a surendetté le pays, parce que chaque année, ce sont des millions d'eurobonds empruntés, alors qu'à son arrivée en 2012, la dette avait été quasiment effacée au titre de l'initiative PPTE, donc on lui a remis les compteurs à zéro. Aujourd'hui, la dette dépasse largement les 12 000 milliards. Avec ces 12 000 milliards de dettes, on a eu quoi en réalité? Quelques infrastructures réalisées, alors que nous pensons qu'avec cet argent-là, on aurait pu faire 10 fois plus que ce qui a été fait. Alors, au niveau social, on voit bien que la Côte d'Ivoire se regarde encore en chien de faïence. Il ne se passe pas un seul jour où il n'y a pas de conflits communautaires. On en a vu à Béroumi, récemment à Garango. Bref, on sent que la réconciliation n'est pas une réalité. Il y a encore des prisonniers politiques, des prisonniers militaires comme civils qui sont détenus. On voit bien qu'il y a une justice à deux vitesses parce qu'il y a un seul camp qui est ostracisé, un seul camp qui est poursuivi, alors qu'un autre camp qui est en face est promu à des hautes fonctions d'administration. Mais pour comparer les pouvoirs qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, vous avez été au pouvoir au FPI. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec le passé que vous avez laissé, que le FPI avait un grand programme politique, mais n'a pas eu une bonne gouvernance, parce que sous le FPI, il n'y avait pas non plus les infrastructures dont vous parliez, même si la seule dette avait peut-être été diminuée. Oui, le FPI avait effectivement un grand programme, mais le FPI n'a pas pu réaliser ce programme parce que, comme vous ne l'ignorez pas, le pays a été divisé en deux. Si un pays est divisé en deux, ça veut dire moins de recettes fiscales. Ça veut dire qu'il faut allouer autant de finances à la défense du territoire. Donc, bien évidemment, le FPI n'a pas bénéficié de la situation favorable dont bénéficie aujourd'hui M. Alassane Ouattara, parce que nous étions dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale. Et un gouvernement d'union nationale n'est pas un gouvernement de développement. Monsieur Gbagbo avait dans son gouvernement une quarantaine de ministres. Sur une quarantaine de ministres, vous en avez 8 qui étaient du FPI et donc 32 qui étaient de l'opposition, donc 8 du PDCI, donc 8 vous du voulez RDR. dire que vous avez gouverné ensemble? Nous avons gouverné ensemble, Les premiers ministres n'étaient pas en dehors d'Afin Guessan qui a lâché le pouvoir, enfin la primature en 2003. Monsieur Bani, Monsieur Soro, Monsieur Seydou Diarra n'étaient pas les premiers ministres de Gbagbo Laurent, donc bien évidemment ils ne venaient pas pour exécuter le programme de la refondation. Tout de même, si vous deviez comparer le programme les réalisations sous votre mandat et ceux d'aujourd'hui, que diriez-vous en termes de choses bien faites et ce qui a été mal fait? Est-ce que vous pouvez comparer les actions des deux gouvernements, le vôtre et celui de Ouattara? Non, la comparaison n'est pas possible parce que vous ne pouvez pas comparer un gouvernement homogène, donc tous les ministres ont été nommés par le chef de l'État, et un gouvernement où le président de la République ne choisit pas ses ministres. Ces ministres sont proposés donc par les partis politiques qui, même au sein du gouvernement, continuent de le combattre. Et donc, on n'est pas du tout dans la même logique. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était en 2003 jusqu'en 2011 dans un gouvernement d'union nationale où il fallait œuvrer à la réconciliation et à la paix, à la reconstruction du pays qui était divisé. Et là, on a un gouvernement qui a bénéficié donc de l'annulation de la dette au titre de l'initiative PPTE, qui a obtenu de gros financements, mais qui au final n'a pas fait grand-chose pour la Côte d'Ivoire. Le taux de chômage est très très élevé, la cherté de la vie est une réalité en Côte d'Ivoire, les grèves se suivent et se succèdent. Bref, on a eu un gouvernement qui avait toutes les raisons d'impulser un bond qualitatif à la Côte d'Ivoire, mais qui n'en a pas été capable.
Alors, il y a l'élection présidentielle qui approche dans quelques mois. Oui. Et puis, on parle de projet de modification de la Constitution. Vous en pensez quoi? Ben, je trouve triste. Je trouve triste parce que c'est le chef de l'État qui a annoncé au cours de son message à la nation qu'il envisageait donc de modifier certaines dispositions de la Constitution. C'est triste parce que la Constitution ne doit pas émaner d'un individu. La Constitution reflète l'aspiration du peuple. Cette Constitution a été imposée au forceps en 2016. Moins de 4 ans après, voilà qu'on on va la modifier sans que personne ne sache pourquoi on va la modifier. Parce qu'il aurait au moins fallu, pour la considération que le chef d'État devait avoir pour les Ivoiriens, leur dire, écoutez, pour telle raison, cette disposition ne marche pas, alors on va la modifier. Mais là, c'est lui seul qui décide de doter la Côte d'Ivoire d'une constitution. Ce n'est pas vraiment les pratiques qu'on découvre, qu'on voit dans les États démocratiques. Et effectivement, vu votre position, on montre que vous êtes opposé à cela. Et pourtant, vous avez des députés à l'Assemblée nationale, Oui. mais conseil insuffisant pour inverser une telle décision. Absolument. Est-ce que le FPI, version Aboudraman Sangaré de l'époque, n'a pas eu raison de vouloir s'abstenir des élections législatives? Non, parce que ce n'est pas dans l'abstention qu'on règle les problèmes. Voilà, c'est dans la dynamique de l'action politique qu'on règle les problèmes. Là, vous y êtes inscrit Oui. et vous n'avez quand même pas la possibilité de régler les problèmes, du coup. Oui, mais nous sommes inscrits aujourd'hui, tout comme le PDCI, qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais qui n'a pas la majorité suffisante pour faire obstacle au projet. Et pourtant, le PDCI n'a pas boycotté. Alors, là, vous venez de La Haye, le président Laurent Gbagbo pourrait être libéré. Est-ce que vous y croyez en sa libération Il a déjà été totale? acquitté. Il a déjà été acquitté. Aujourd'hui, malheureusement, tout le monde se rend compte, et le président Affinguessan l'avait dit depuis longtemps, M. Gbagbo Laurent est un prisonnier politique et c'est par la politique qu'il devrait être libéré et non uniquement par le droit. Parce que le droit a été déjà dit, il a été acquitté l'année dernière. Pourquoi est-il toujours en détention? Simplement parce que les politiques qui ont intérêt à ce qu'il reste à la CPI au moins jusqu'en octobre 2020, donc s'activent pour l'y maintenir. Sinon, il n'y a pas de raison objective. À un moment donné, on aurait pu penser qu'Affinguessan aussi avait un intérêt à ce que Gbagbo reste là où il est. Ça lui permettait de prendre la tête du FPI. Non, quand Gbagbo Laurent rentrait en prison à la CPI, Affinguessan était déjà président du FPI. Il est président du FPI depuis 2001. Oui, mais Gbagbo n'étant plus président, aurait voulu sûrement retrouver la tête du FPI, ce que ne lui permettait pas la présidente du FPI, enfin, la présence d'Affinguessan à ce poste-là. Il était obligé d'attendre. D'abord, avant le changement constitutionnel de 2016, il n'était pas possible d'être président de la République et président d'un parti. Or, Laurent Gbagbo a toujours estimé qu'il avait gagné la présidentielle de 2011, donc il ne pouvait pas être président de la République, même s'il n'exerçait pas de fait le pouvoir, et être en même temps président du FPI. Parlant justement de... Il a estimé qu'il avait gagné. Est-ce que vous croyez qu'il avait gagné? Oui, puisque le Conseil constitutionnel l'a donné vainqueur. Donc c'est pas ce que je crois qui est important, c'est ce que le Conseil constitutionnel a dit. Dans la Constitution ivoirienne, c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats définitifs. Et le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs. Et la même Constitution dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Donc, quand après le Conseil constitutionnel vient se dédire, bon, on sait bien qu'on n'est plus dans le droit, on est dans la politique. Et beaucoup disent que là, le président Affinguessan recommence à afficher un soutien plein à Laurent Gbagbo parce qu'il sent qu'il va être peut-être libéré bientôt. Est-ce que c'est la peur de sa libération qui vous amène à vous adoucir? Non, on est resté constant. Affinguessan a toujours dit, je l'ai dit tout à l'heure, que Gbagbo Laurent était un prisonnier politique et donc il fallait faire la politique, notamment dans les réseaux, notamment dans le dialogue. Et qu'est-ce que vous avez fait dans les réseaux pour qu'il soit libéré? La position de la dissidence a... je dirais, saboter toutes les actions de réseautage qu'on avait voulu entreprendre. Est-ce que vous avez essayé d'approcher le président Ouattara pour discuter avec lui de la libération de Gbagbo?
Parce qu'on sait que le président Afi avait accès au président Ouattara. Oui, bien sûr, bien sûr. Le président Afi a demandé à plusieurs reprises, publiquement, que le président Ouattara mette tout en œuvre pour obtenir la libération du président Laurent Gbagbo. Cela n'a pas été fait. Le président Afi N'Guessan, je l'ai accompagné d'ailleurs au Quai d'Orsay à l'époque de François Hollande, à Matignon, à l'Élysée. On a fait plusieurs chancelleries pour plaider la cause donc, de la libération du président Laurent Gbagbo. Alors là, si le président Laurent Gbagbo venait à être libéré, ça voudrait dire qu'il n'est pas responsable de ce dont il était accusé. Qui est donc le responsable? Il appartient donc à la justice internationale qui s'est saisie de ce dossier de situer les responsabilités. Puisque M. Gbagbo et M. Charles Blé Goudé ont été acquittés. Donc, il y a eu des morts et il faut qu'on sache qui est à la base donc, de ces morts, de ces troubles en Côte d'Ivoire. Et on espère que la justice internationale ira au bout de sa logique. Alors, pour parler de Guillaume Soro, c'était le grand allié du président Ouattara. Aujourd'hui, il est en exil. Qu'est-ce que vous inspire cette ironie de l'histoire? Qu'il ne faut jamais jurer de rien, parce que nous avons été meurtris en 2002 quand Guillaume Soro a revendiqué la paternité de la rébellion, la tête de la rébellion. Il a même écrit un ouvrage, Pourquoi je suis devenu rebelle. Nous estimons que c'est dans le dialogue qu'il faut résoudre tous les différends, tous les conflits. Et que cette rébellion n'avait pas lieu d'être. Elle a endeuillé de nombreuses familles, elle a divisé la Côte d'Ivoire. Et puis, presque 20 ans après, on se rend compte finalement que nous sommes toujours à la case départ. Il a revendiqué la rébellion. Oui. Donc, il est capable de tenter de porter une atteinte à l'État. Et là, il est accusé de tentative de coup d'État à nouveau. Oui. Est-ce que vous trouvez justifié les mandats d'arrêt lancés contre lui, toutes ces poursuites? Écoutez, c'est une affaire judiciaire. Donc, n'ayant pas des éléments de ce dossier, il est difficile de se prononcer donc, sur la réalité ou non de cette tentative supposée donc, d'atteinte à la sûreté de l'État. Tout ce qu'on sait, c'est ce que le procureur a révélé donc, au cours d'une conférence de presse. On espère que le droit sera dit, que la justice sera faite et que M. Soro pourra retourner en Côte d'Ivoire. Vous souhaiteriez qu'il réponde à la justice ivoirienne? Personnellement, je souhaiterais qu'il réponde à la justice ivoirienne. Qu'il retourne en Côte d'Ivoire? Qu'il retourne en Côte d'Ivoire, réponde des accusations qui sont portées contre lui et que je souhaite surtout que la justice soit au service de tous et non pas au service d'un clan ou d'une cause pour abattre un adversaire politique. Dans un entretien qu'il a eu avec des hommes de presse en France, il a affirmé reconnaître une tentative de coup d'État, dont celle contre votre régime, oui. Pour le compte du président Ouattara. Vous avez un commentaire à faire de son propos? Non, on prend acte de ses propos, pas de commentaire particulier. Bon, la présidentielle de 2020 approche et on ne connaît toujours pas le visage du FPI pour cette élection. Est-ce que vous avez une petite idée? Oui, lors de la dernière rencontre avec le président Gbagbo en janvier de cette année, donc le 2-3 janvier, le président Afi N'Guessan a fait une proposition que le président Gbagbo a acceptée. C'est que pour la présidentielle, le président Gbagbo soit le candidat et le président Afi N'Guessan son colistier. Donc ce serait ce ticket-là qui briguerait la présidentielle de 2020 et on pense que ce ticket a toutes les chances de gagner. Alors, 2020, il dit que le président Ouattara pourrait être candidat. Serait-il normal qu'il le soit? Au regard de la Constitution, cela n'est pas possible. Maintenant,
Nous savons bien comment fonctionne le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. Et donc, si le président Ouattara veut être candidat, le Conseil constitutionnel donc, trouvera des arguments, des prétextes pour justifier cette candidature. Mais moi, qui suis juriste, je sais qu'aucune disposition de la Constitution ne lui permet de faire 2 mandats. D'ailleurs, son conseiller juridique, Cissé Bakongo, l'a rappelé, l'a répété à satiété sur les Il a chaînes de dit, télévision. il a précisé dernièrement que c'était son avis, son point de vue personnel, et non pas forcément l'interprétation à accepter de cette disposition-là. Oui, mais M. Bakongo était membre d'un comité des experts qui a rédigé cette constitution. Donc, qui mieux que ceux qui ont rédigé la constitution pour l'interpréter? À quand le renouvellement des générations politiques en Côte d'Ivoire? Parce qu'on parle toujours de Laurent Gbagbo, de Bédié et du président Alassane Ouattara. Oui. Alors, moi, personnellement, ce n'est pas tant le renouvellement générationnel qui m'importe, c'est le renouvellement des mentalités. On peut avoir les deux. On peut avoir les deux. Nous souhaitons qu'on construise une Côte d'Ivoire des valeurs. Parce que ce qui manque le plus aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce sont les valeurs. Voilà. On exalte le culte de la personnalité, on fait la promotion de la médiocrité, mais les valeurs restent de côté. On assiste de plus en plus au clanisme, au repli identitaire, autant de contre-valeurs que nous condamnons. Et donc, c'est ce qui importe pour nous. Ce n'est pas tant que le président ait 18 ans ou 30 ans, mais que le président promeuve des valeurs. C'est ça qui est le plus important pour nous. On vous considère comme le semblable de Franklin Niamsi, le conseiller spécial de Guillaume Soro pour le FPI. Est-ce que vous acceptez cette considération? Non, je n'ai pas une considération. Je considère être un homme politique. Monsieur Franklin Niamsi, je ne sais pas exactement si c'est un homme politique. A-t-il déjà brigué un poste politique? Je ne crois pas. Non. Non, En tout cas, il est conseiller d'un homme politique. Oui. Donc, d'une certaine façon, il fait de la politique. Oui, mais je ne m'inscris pas du tout dans le même registre. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, je suis militant du Front populaire ivoirien. Il n'est pas militant d'un parti politique. Il est un soutien de Soro Guillaume. Donc, il a une action qui est intuitu personnelle. Son action est en faveur donc, de Soro Guillaume. Moi, mon action est en faveur du président du FPI. Afin Guessan est aujourd'hui président du FPI. Donc, je soutiens le président du FPI. Demain, X ou Y serait président du FPI. Je soutiendrai X ou Y. Donc, je ne suis pas attaché à perpétuelle demeure à Afin Guessan. Et donc, mon action n'est pas une action de promotion d'Afin Guessan, mais de promotion du FPI. Voilà, dont Afin Guessan est aujourd'hui le président. Vous êtes fidèle au FPI, pas aux dirigeants du FPI. Non, exactement. Alors, au FPI, il y a Simone Gbagbo qui est là, qui est une force, tout comme Afin Guessan aujourd'hui, en plus de celle que représente le président Laurent Gbagbo. Comment le FPI va-t-il se retrouver avant ces élections présidentielles? Mais, je peux déjà vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique unitaire. Il y a donc des commissions qui regroupent des membres de la direction du FPI et des membres de la dissidence qui discutent sur les modalités pratiques de mise en œuvre donc, du prochain congrès qui va sceller l'unité du parti. Donc aujourd'hui, on peut estimer que les chances de voir le FPI réunifié sont beaucoup plus grandes qu'il y a quelques semaines, quelques mois. Et donc, je pense que d'ici quelques semaines, on devrait pouvoir conclure donc, cette affaire d'unité et aborder sereinement donc, la présidentielle de 2020. On sait que le PDCI et le FPI aujourd'hui sont partenaires. Comment allez-vous vous organiser pour la présidentielle? Est-ce que vous allez faire un ticket groupé ou est-ce qu'un parti va simplement soutenir l'autre en cas de deuxième tour? Non. Il y a plusieurs scénarios possibles. Aujourd'hui, parce que le président Ouattara et son équipe visent un coup KO. Ça, c'est normal. Le FPI aussi vise un coup KO, le PDCI vise un coup KO. En ont-ils les moyens? Ça, ce sont les électeurs qui vont le dire, mais tout le monde va à une élection en pensant gagner. Voilà. Si vous pensez perdre, c'est même pas la peine de vous engager. Mais pour répondre précisément à votre question, il y a deux scénarios possibles. Soit nous avons une élection à 2 tours,
Et alors, le FPI aura son candidat, le PDCI aura son candidat, et celui qui ne serait pas au deuxième tour, donc soutiendrait celui qui serait au deuxième tour. Donc, si c'est le PDCI qui est battu au premier tour et qui n'est donc pas au deuxième tour, le PDCI soutiendrait le FPI, et vice-versa. Avec le débauchage qui a été fait dans tous les partis politiques par le RHDP, est-ce que ces chances d'y aller dès le premier tour, de gagner dès le premier tour, ne sont pas très très importantes? Non, parce que aujourd'hui, le RHDP est divisé. Le RHDP avait le soutien du PDCI, avait le soutien des partisans de Guillaume Soro, du PIT de Vaudier. Bref, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le RHDP est autant divisé, peut-être même plus divisé. On voit aujourd'hui que M. Amontano Marcel veut être candidat. Nous sommes à 8 mois. Personne ne sait qui sera le candidat du RHDP. Est-ce que ce sera M. Amadou Gon? Donc, ils sont encore dans la spéculation. Pour revenir au FPI, même si les grandes tensions étaient entre Afin Guessan et le camp Laurent Gbagbo, on n'a pas non plus vu le président Afin Guessan se rapprocher de Simone Gbagbo. Pourquoi? Non, le président Afin a émis le vœu à plusieurs reprises de rencontrer Mme Gbagbo. Jusque-là, elle avait été réticente pour des raisons qu'elle seule peut expliquer, puisque elle nous a demandé simplement de patienter. On espère que dans les jours à venir, cette rencontre va pouvoir se faire. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de fin est que l'opposition ivoirienne doit rester dans une dynamique unitaire. Voilà, parce que la machine du RHDP, même si tout le monde voit qu'elle est grippée aujourd'hui, parce que les résultats économiques ne sont pas bons, le taux de chômage en Côte d'Ivoire n'est pas bon, les grèves se suivent et se succèdent, le niveau de vie est très bas. Par contre, la cherté de la vie est très élevée. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il suffit d'aller sur les marchés pour s'en rendre compte. La plupart des Ivoiriens ne se soignent pas convenablement. Les tensions entre les communautés sont très fortes. Et donc le RHDP n'a jamais été aussi faible qu'en ce moment. Il appartient simplement à l'opposition d'aller en rang serré et pour que 2020 soit à notre portée et qu'il y ait une transition donc démocratique. Merci M. Jean Bonin. Merci à vous. de votre réponse spontanée à notre invitation. Je vous en prie, merci.